Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Je suis le docteur Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Latyr-Niane, qui va nous parler de son travail qu'il a effectué dans le cadre de son mémoire de bachelor. Et nous sommes également accompagnés par Alseni Thiam, qui est chercheur associé expert auprès du 2R3S et auprès du MIPAS, le mécanisme international de prévention et d'anticipation des crises au Sahel. Bienvenue à tous. Alors, Jean-François Latyr-Niane, vous êtes sénégalais et actuellement en Master 1 de Relations internationales à l'Institut libre d'études des relations internationales, l'ILERI. Vous avez fait donc votre licence, votre bachelor déjà à l'ILERI à Lyon en France. Vous avez basculé maintenant sur le campus parisien et vous avez écrit un joli mémoire qui est intitulé, pardon, Terrorisme au Sahel, le nouvel échiquier mondial, point d'interrogation, analyse de la situation politique et sécuritaire depuis le retrait des troupes françaises au Mali. Un sujet véritablement d'actualité et évidemment de recherche. On vous remercie d'emblée pour votre présence ici aujourd'hui et pour votre travail. Et je vous poserai donc une première question. Est-ce que remplacer la France par Wagner et par la Russie au Sahel est véritablement une forme d'autonomisation et de souverainisme de la part des pays sahéliens? Alors, je vous remercie de m'être invité à cette interview. À la question de savoir si vraiment remplacer la France par Wagner est une véritable forme d'autonomisation et de souverainisme, à première vue, ça peut le sembler dans le sens où on a pu se détacher de l'ex-colon, on a pu se détacher de l'ex-puissance. Mais aussi, si on regarde plus loin, si on creuse au plus profond, on peut voir qu'il ne s'agit pas vraiment d'une certaine forme d'autodétermination, mais il s'agit justement de transposer cette dépendance dont on parlait là à une autre entité qui cette fois n'est pas un État, mais une société militaire privée, donc une SMP qui est Wagner aujourd'hui devenue Africa Corps et qui est là pour des raisons économiques. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à la question de savoir si aujourd'hui avec Wagner ça marche, si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire et aussi voir si Wagner est soumis aux règles du droit international humanitaire, aussi du droit de la sécurité internationale, donc le jus ad bellum et le jus in bello. Merci, messieurs Nian. Alors, est-ce que l'Alliance des États du Sahel vous semble répondre aux enjeux politiques et sécuritaires du moment? Alors, déjà, il faut savoir que l'Alliance des États du Sahel est née à la suite du coup d'État qu'il y a eu au Niger, donc qui a conduit à la destitution de l'ancien président Mohamed Bazoum, qui avait été élu démocratiquement 2 ans avant et qui avait commencé à chercher plusieurs rapports bilatéraux avec les pays vivants autour, donc notamment le Togo, en essayant de renforcer les relations commerciales donc, et pouvoir profiter du port de Lomé. Et aussi, c'est né parce que à la suite de ce putsch au Niger, la CEDEAO voulait envoyer une délégation pour vraiment lutter contre cela parce que la CEDEAO estimait que Mohamed Bazoum avait été élu démocratiquement. Il trouvait inconcevable qu'il y ait un putsch. Alors, dans ce cas, si on considère que la CEDEAO était là pour vraiment mener une politique purement et uniquement occidentale, dans ce cas, on pourrait considérer que justement l'Alliance des États du Sahel a été une forme vraiment qui soit bonne pour la souveraineté et pour vraiment l'autonomie de ces pays-là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il faut plutôt peut-être réfléchir justement à voir comment on pourrait, à défaut de fusionner l'Alliance des États du Sahel à la CEDEAO, à vraiment voir comment rebâtir les bases de la CEDEAO de façon à ce que ça soit profitable pour ces pays. Parce que quoi que l'on puisse dire, qu'il s'agit du Mali, du Niger ou du Burkina, ces problèmes terroristes-là, ça nous concerne nous tous. Et l'exemple le plus emblématique, c'est les exemples du 11 septembre 2001 qui montrent justement que personne n'est épargné à cette cause, nothing to hide. Et si la première puissance
mondiale n'a pas pu échapper à cela. Je pense que ce qui est plus idoine, c'est qu'on puisse réfléchir vraiment à une force qui soit commune, une force qui va intégrer toutes les armées du monde, donc via l'ONU ou via une force qu'on créera, afin de pouvoir vraiment gérer cela dans cette région. Alors, quelles sont vos pistes de réflexion pour la poursuite de vos recherches en master? Alors, comme Jérôme le disait il y a quelque temps, je suis actuellement étudiant en master en de relations internationales. L'année prochaine, je compte me spécialiser en management des affaires publiques européennes et internationales. Et plus tard, soit je pense poursuivre dans un cycle de master un peu plus large, comme de type sciences politiques, où je pourrais vraiment réfléchir à tout ce qui est sciences humaines, donc à l'histoire, à la géographie, à la sociologie, philosophie. Ce sans quoi nous ne pourrions pas comprendre les modes de pensée, comment les gens évoluent. Et aussi peut-être me pencher peut-être sur le droit international public et réfléchir, faire vraiment un focus sur l'Afrique et partir de la charte du Mandé ou du Kouroukan Fouga qui avait été rédigée durant l'Empire du Mali avec Souniata Keita en 1236. Partir de cela et vraiment essayer de réfléchir à la création peut-être d'un nouveau régime politique qui pourra être adapté à l'Afrique. Parce que quoi que l'on puisse dire, tous ces problèmes-là, on peut les réduire à la question de savoir si oui ou non la démocratie est aujourd'hui le modèle qui soit adapté pour les Africains. Donc, essayer de réfléchir. Je pense que c'est une question de sémantique dans le sens où il faut réfléchir vraiment à la création d'un mot qui va déterminer, prendre le sens de régime politique, qui va intégrer les dimensions culturelles et religieuses en Afrique. Parce que quoi que l'on puisse dire, la religion occupe une place très centrale. On le voit très souvent, par exemple, au Sénégal, quand il y a des élections, les candidats, ils partent voir les chefs des confréries, Tidjane, Mouride, etc. Et c'est comme ça dans plein de pays. Aujourd'hui, quand il y a eu le coup d'État au Gabon avec les Bongo, l'Église catholique était la première à applaudir. Donc justement, c'est pour montrer que la religion, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et peut-être qu'il faut que nous, les jeunes, qu'on puisse vraiment réfléchir à cette question-là, réfléchir à ces questions vraiment qui sont de savoir si oui ou non la démocratie est adaptée à l'Afrique et voir aussi comment résoudre ces problèmes de paix et de sécurité qui s'avèrent énormément difficiles, mais il y a un début à tout, il faut rêver grand. Et comme on le dit souvent en Afrique, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci beaucoup Jean-François, Jean-François Niane. Donc vous êtes étudiant en master à l'ILERI à Paris. Vous avez fait un mémoire sur la problématique du terrorisme au Sahel. Merci d'avoir répondu à nos questions dans la Minute Sahélienne. Merci à Alseni Thiam, expert auprès du 2R3S et chercheur aussi auprès du BIPAS. Merci à tous les deux. Merci à nos auditeurs et à très bientôt dans une nouvelle édition de la Minute Sahélienne.